Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Al-Hassan Niang, président du parti politique Jitel Waref, Le Devoir en Mouvement, spécialiste en gouvernance publique et en réformes institutionnelles. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets: les fortes annonces du chef de l'État lors de son adresse à la nation, la réforme de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature et l'éternel débat de la présence du chef de l'État à son sein, le Conseil constitutionnel qui vit ses derniers moments, la réforme de la Constitution, les finances publiques, le rapport de la Cour des comptes et la dette dite cachée du Sénégal. Al-Hassan Niang face à Georges Déthié Diop, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le grand jury qui reçoit ce dimanche Al-Hassan Niang. Bonjour. Bonjour Georges. Merci d'être venu au grand jury. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi, Georges. Alors, vous êtes le président du parti Jitel Waref, Le Devoir en Mouvement, spécialiste en gouvernance et en réforme institutionnelle. Nous venons de célébrer, Alassane, le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'était vendredi, deuxième célébration sous le nouveau régime qui a en bandoulière des idéaux de souverainisme, aussi dans un contexte de départ annoncé très prochainement des troupes françaises, la fermeture des bases françaises, les éléments français au Sénégal qui ont d'ailleurs déjà libéré certaines emprises. Peut-on dire on est enfin indépendant? Merci beaucoup, Georges. Je me félicite d'être votre invité aujourd'hui. À l'entame de mon propos, je souhaiterais féliciter le peuple sénégalais, féliciter également donc les forces de défense et de sécurité, sans lesquelles nous connaîtrions des moments difficiles. Donc c'est vraiment l'occasion de le faire, et je pense qu'à chaque fois que l'occasion nous est donnée, il faut qu'on saisisse le temps donc de le faire. Alors, le Sénégal, 65 ans après son indépendance, votre question elle est très intéressante, parce que si on se pose la question de savoir si on est enfin indépendant, c'est que ça pose un problème. L'indépendance d'un pays doit se mesurer à l'aune de plusieurs paramètres. Et le premier d'entre ces paramètres est l'économie. Puisque nous avons vu finalement le choix qui a été fait par le nouveau gouvernement de demander à l'armée française de libérer donc les emprises. C'est une décision qu'il faut saluer, il est vrai, mais il ne faut pas que cela soit l'arbre qui cache la forêt. Puisque se réfugier derrière le manteau donc de certaines décisions symboliques pour cacher le vrai problème, pour moi, serait lourde de conséquences. Et donc, je pense qu'il est important qu'on s'attaque aux vrais problèmes qui nous permettront vraiment d'embrasser la souveraineté et l'indépendance du Sénégal, mais non pas le faire donc de façon symbolique, comme ça a été donc le cas avec la demande donc de libération des emprises, même s'il faut par ailleurs le saluer. Mais c'est une symbolique tout de même. Absolument. La symbolique, oui, la symbolique elle est importante, mais il ne faut pas que les mesures soient circonscrites à des actions symboliques, parce que si on se limite à demander ou à prendre un certain nombre de décisions parce que leur symbolique donc est assez, je dirais, notable, cela risque, disons, de nous empêcher de voir les problèmes de fond. Or, quand on parle de souveraineté et d'indépendance, on ne peut pas faire l'économie donc des éléments, des paramètres qui doivent vraiment fonder la souveraineté de notre pays. Donc je pense que parler de souverainisme ou d'indépendance en dehors, je dirais, des éléments essentiels reviendrait à finalement en fait nous cacher ou en tout cas ne pas voir la réalité en face. On reviendra à cette souveraineté économique dont vous faites cas, mais malgré tout, si l'on suit au président Diomaye Faye, la France, qui était vomi hier, reste un partenaire important pour le Sénégal sur tous les plans. Pas un partenaire privilégié, donc la bonne stratégie qui soit diversifier les partenariats sur la base des intérêts du Sénégal et mettre tous sur un même pied pour éviter une quelconque dépendance. Alors, la France est un partenaire très important, il faut le reconnaître, et se poser les vraies questions. Je vous donne l'exemple donc de nos enfants, de nos jeunes frères, de nos neveux par exemple et nièces, quand ils réussissent leur bac, leur première destination, la première destination à laquelle donc ils pensent, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité entre donc la France
et un certain nombre de pays d'Afrique francophone, notamment le Sénégal. Maintenant que le gouvernement prenne un certain nombre de décisions, comme celles qui ont été annoncées dernièrement, il faut saluer ce genre de décisions. Cela dit, il faut réfléchir en termes de partenariat, puisque on peut prendre un certain nombre de décisions, mais le faire dans le cadre également donc d'un partenariat. Faire en sorte que les décisions ne conduisent pas d'une certaine manière, je dirais, la possibilité qui serait offerte au Sénégal de nouer un partenariat stratégique et à tout point de vue. Je pense que la politique d'aide au développement que la France a entretenue à l'égard du Sénégal et donc de certains pays d'Afrique est devenue une politique éculée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de consacrer le partenariat, c'est-à-dire que le Sénégal puisse envisager, de la même manière qu'il peut le faire avec la France, le faire également avec d'autres pays comme l'Allemagne et les autres pays donc de l'Union européenne, la Chine, dit-on, a supplanté la France. Exactement. Non, la Chine en réalité a supplanté même donc les États-Unis. Si vous considérez donc le PIB nominal aujourd'hui de la Chine comparé à celui des États-Unis, la Chine est clairement la première puissance économique du monde. Donc pour revenir au partenariat que le Sénégal doit nouer, le Sénégal doit se poser une seule question. Et doit poser le curseur de ce point de vue. Quel est l'intérêt permettant au Sénégal donc de concevoir son économie, son modèle de développement et répondre finalement à cette question et que cette question puisse également jeter les bases du partenariat, qu'il s'agisse de la France ou qu'il s'agisse d'autres pays. Alors, ne doit-on pas aujourd'hui aller vers une fête nationale, même si la fête de l'indépendance est une fête nationale, mais pour célébrer notre unité et notre identité. La fête nationale symbolisant la nation dans son ensemble, son histoire, ses valeurs et son peuple. Absolument. Pour s'émanciper du joug de la colonisation. Exactement. C'est vrai que la notion d'indépendance a ceci de particulier qu'elle dévoie un petit peu, je dirais, la compréhension qu'on doit donner et l'importance qu'on doit attacher à cette journée. Fête d'indépendance, alors qu'on peut parler, effectivement, vous avez raison, par exemple, donc de fête nationale et que le Sénégal mette à profit cette journée justement pour davantage ancrer l'unité donc du peuple sénégalais dans sa diversité. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important sur lequel il faudra que peut-être les tenants du pouvoir réfléchissent justement pour aller vraiment dans cette unisson qu'on appelle de nos voeux, puisque fête d'indépendance, palais de la République. Quand vous regardez par exemple la terminologie, je dirais de notre administration, vous prenez la terminologie, je dirais qui permet de structurer le calendrier républicain du Sénégal. En fait, vous voyez en fait qu'il y a une notion qui est, je dirais, anachronique. Quand vous parlez par exemple de palais de la République, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on devrait parler de résidence du président de la République. Résidence, par exemple, ou bien... mais en tout cas, parce que le terme palais fait appel à une notion royale de la monarchie. Et donc, je pense que vous parlez de fête d'indépendance, donc il y a ce terme, il y a d'autres éléments qui constituent, je dirais, la terminologie que nous utilisons de façon générale. Je pense qu'ils doivent faire l'objet d'une discussion et peut-être d'une concertation de manière à les revoir et leur donner leur véritable sens. Palais de la République, il y a une sorte de, je dirais, donc de contradiction. On ne peut pas être dans une république et être dans une monarchie. Donc voilà un exemple donc qui soutient ce que vous disiez tout à l'heure s'agissant donc de donc cette fête nationale qu'il faut rebaptiser de manière à consacrer vraiment l'unité entre le peuple sénégalais. L'intégration de la culture, de nos valeurs dans le défilé du 4 avril, la débaptisation de certaines rues, c'est déjà un pas. Oui, c'est un pas qu'il faut saluer. Vous savez, la culture est le fondement du développement et le but du développement. Donc si à la faveur de la fête nationale, la culture sénégalaise a été magnifiée lors d'un défilé à travers donc les richesses culturelles du pays, c'est quelque chose qu'il faut magnifier. Cela dit, il ne faut pas que ça soit encore une fois symbolique. Je pense que cela doit jeter les bases vraiment d'une pratique, je dirais presque normée. Qu'on n'attende pas seulement donc les fêtes spéciales justement pour mettre au pinacle donc notre culture. Je pense que cela doit jeter vraiment les bases d'une véritable réflexion permettant au secteur culturel et à la culture sénégalaise de façon générale, qui est très appréciée aussi bien par les Sénégalais que par le reste du monde. Je pense qu'il ne revient qu'à nous vraiment de réfléchir pour que l'expression culturelle ne se fasse pas à l'occasion de certains événements, mais que cela puisse être vraiment la réalité donc voilà de façon quotidienne. Alors, à la veille de la fête de l'indépendance, c'est la tradition. Le chef de l'État s'est adressé à la nation, discours dans lequel il a fait le bilan de sa première année de gestion à la tête du
du pays. Il a jugé ses premiers actes satisfaisants, non sans décliner des perspectives, comme la mise en place d'une cour constitutionnelle, une réforme de la Constitution. On y reviendra plus largement d'ailleurs, mais à votre avis, sa première année à la tête du pays augure-t-elle de bonnes choses, de lendemain meilleur? Il est vrai que c'est toujours difficile. Même si c'est trop peu de faire un bilan. On ne peut pas faire un bilan en une seule année, mais on peut en tout cas évaluer la trajectoire justement qui a été initiée à travers donc cette première année donc de magistrature. Et pour dire donc les choses simplement, la première année donc du bilan donc de l'actuel régime est une déception. Ça il faut le reconnaître. Même si à tout point de vue. Vous savez quand on vous confie la responsabilité d'un État, c'est-à-dire on vous confie la destinée de tout un peuple. Et quand vous avez la destinée d'un peuple, vous n'avez pas le droit de faire des choix hasardeux. Il se trouve que quand on analyse donc dans le détail, je dirais la vision 2050 qui a été esquissée, vous regardez par exemple les choix qui sont faits sur le plan économique, on se rend compte que nous sommes sur des effets d'annonce, on est sur des mesures provisoires ou des mesures transitoires. La déception, elle se fonde d'autant plus que nous ne voyons pas le traitement des problèmes essentiels de ce pays de façon holistique à la base. Alors que toutes les décisions aujourd'hui qui semblent s'esquisser sont des décisions, je dirais, qui sont définies en vase clos. Or, quand vous devez par exemple aborder par exemple la réforme d'un pays, vous devez aborder la situation économique, sociale d'un pays, vous devez le faire de façon, je dirais, cohérente. Vous devez regarder de façon holistique comment traiter les différentes questions. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, puisque l'ensemble des politiques publiques sur lesquelles ce gouvernement est attendu par le peuple à juste titre, ces politiques publiques doivent reposer sur une véritable politique économique. À partir de laquelle politique économique, on peut justement projeter sur une base quinquennale ou sur une base décennale le devenir du Sénégal. Mais quand vous faites une analyse en profondeur donc de la trajectoire aujourd'hui qui est en train d'être prise, on se rend compte que la vision elle est complètement silencieuse finalement de cette nécessité pour le peuple, mais également pour le gouvernement, pour l'État, donc d'asseoir les véritables bases d'une réforme de l'État, une réforme globale à partir de laquelle vous pouvez maintenant entrevoir l'ensemble des réformes sectorielles, que ce soit fiscales, que ce soit budgétaires, que ce soit économiques, etc. Ils vont certainement, le président l'a dit lors de son adresse hier. Ne peut-on pas leur faire l'excuse de la situation dans laquelle ils ont trouvé le pays? Alors, ça c'est l'argument, je dirais, qu'il ne faut pas utiliser. Ou bien vous parlez d'un faux fuyant? Mais oui, c'est un faux fuyant parce que les finances publiques d'un État valent pour l'avenir et les finances publiques valent pour l'exécution. Voilà deux principes qui sont essentiels. Vous ne pouvez pas vous prévaloir, par exemple, donc de finances publiques qui auront été, entre guillemets, torpillées par l'ancien régime au point d'être dans une situation difficile. Je vais vous donner un exemple. Puisque, quand on parle de finances publiques dans un pays, donc il y a deux éléments essentiels. Vous avez ce qu'on appelle les flux de capitaux, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner les investissements directs étrangers, tout ce qui peut concerner par exemple les montants que le Sénégal peut tirer donc des marchés, que ce soit à travers les PTF, que ce soit à travers donc les marchés financiers, etc. Et vous avez également ce qu'on appelle donc les flux que le Sénégal peut générer à partir donc de ses ressources internes, à travers donc les services et les régies financières, etc. Quand vous êtes dans une situation où vous avez une tension et un choc sur les flux de capitaux, et vous ne parvenez pas à mobiliser les recettes au plan interne, c'est-à-dire que vous avez fait un choix qui n'est pas le bon. Aujourd'hui, la situation, la difficulté dans laquelle nous sommes, si on considère qu'un budget il est essentiellement dynamique, un budget n'est pas statique. Si vous dites par exemple, nous avons trouvé le pays dans une situation où il n'y avait pas d'argent, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas les finances publiques de ces pays. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas les ressorts qui fondent le fonctionnement des finances publiques. Un budget, il est par essence dynamique. C'est-à-dire que vous avez des rentrées quotidiennes de recettes et vous avez des dépenses. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'un argument indiquant que vous êtes venu dans un pays avec une situation budgétaire difficile. D'autant que quand vous exploitez le rapport de la Cour des comptes, on se rend compte qu'il y a des flux financiers, finalement, qui étaient disponibles au moment de l'arrivée du pouvoir. Donc, tout ça pour dire que il faut que le gouvernement puisse mettre davantage l'accent sur les perspectives.
être dans une optique offensive plutôt que d'être dans une logique défensive avec tout ce que cela peut supposer en termes de désagréments, notamment sur le plan social, sur le plan de l'emploi, etc. Donc, je pense que le fait d'avoir pris un chemin finalement qui n'est pas le chemin par lequel on peut financer l'ensemble des politiques publiques de façon cohérente, pour moi est un élément, c'est une erreur, c'est un choix pour moi qui est hasardeux. Par conséquent, nous sommes fondés à considérer que, en tout cas, les semaines, les mois ou peut-être donc les 2 prochaines années à venir risquent d'être donc des moments difficiles, d'autant que les autorités elles-mêmes le disent. Elles sont en train de préparer les esprits sur les difficultés vers lesquelles les Sénégalais sont en train Elles demandent aux populations de serrer la ceinture, d'être patients. Oui, mais vous demandez à des populations de serrer la ceinture si elles en ont une. Que dites-vous à celui qui n'a pas une ceinture ? Comment peut-on demander à des gens qui sont déjà amorphes de serrer la ceinture? Donc je pense que les choix qui sont faits ne sont pas les bons. D'ailleurs, vous l'avez vu, au moment de la présentation de la vision 2050, l'option qui a été retenue par le Sénégal est de faire financer le plan décennal à 65% par le secteur privé national, c'est-à-dire par les ressources internes au Sénégal. Or, quand vous faites des choix qui ne sont pas des choix permettant à ce secteur de pouvoir éclore et de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir disposer des ressorts, etc., sachant que le secteur privé n'a pas accès ou a difficilement accès donc au crédit, n'a pas accès à l'épargne publique, etc. Donc ça devient un problème. Donc je pense qu'il est vraiment important que le gouvernement fasse un petit arrêt en regardant finalement les choix qui ont été faits. Il n'est pas trop tard parce que cela ne fait qu'1 an qu'ils sont là. Donc les choix hasardeux qui ont été faits peuvent être rectifiés à la faveur vraiment d'une nouvelle trajectoire, notamment sur le plan budgétaire, permettant d'envisager une politique économique donc sous de meilleurs auspices. Le secteur privé que vous évoquez là, quelle devra être sa place dans l'agenda 2050 ? Mais la place du secteur privé a déjà été définie par l'agenda de la vision. C'est-à-dire, on veut faire jouer à ce secteur privé un rôle de financeur à hauteur de 65%. Dans l'absolu, c'est une très bonne chose. Mais le paradoxe qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas... Il y a un fossé avec la pratique. Non seulement la pratique, c'est-à-dire que quand vous voulez par exemple que le secteur privé soit à la hauteur du financement que vous voulez leur confier, cela doit être accompagné par des réformes. La première réforme dans ce sens est, aujourd'hui, il faut le savoir, nos auditeurs doivent le savoir, l'épargne qui est disponible au Sénégal n'est pas accessible au secteur privé. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'effet d'injection indirect, puisqu'il n'y a que l'État qui peut avoir accès à cette épargne. Par conséquent, si vous considérez aujourd'hui que le secteur privé doit jouer un rôle important dans le financement des politiques publiques et donc des investissements à hauteur de 65%, vous avez également cette situation où le secteur privé a du mal à trouver des solutions, notamment pour ce qui concerne les financements, a difficilement accès au financement des banques et vit également une situation difficile du fait notamment de la dette intérieure. Mais c'est-à-dire que vous êtes en train de vouloir une chose et le contraire, puisque vous-même, vous ne mettez pas le secteur donc dans les conditions de pouvoir assurer le financement que vous voulez donc lui confier. Donc, je pense que il y a une possibilité. Donc, le fait de vouloir se reposer sur le secteur privé peut être une très très bonne chose, mais il faut que cela soit accompagné par de vraies mesures, notamment des réformes sur le plan bancaire, permettant par exemple à la BCEAO aujourd'hui, je le considère qui est un frein au développement économique donc de notre espace, puisque c'est la BCEAO qui, avec son taux directeur, influe finalement sur le taux que les banques commerciales utilisent, notamment en matière de crédit. Donc la politique de crédit de la Banque centrale doit être réformée dans les meilleurs délais et le Sénégal doit prendre le leadership de ce point de vue, puisque ça c'est un problème. Le deuxième élément, c'est de réformer, comme je le disais, l'accès à l'épargne, fondamental. Troisième élément, c'est de faire en sorte que, vous savez que dans les différents pays du monde, 190 pays au total, le FMI a depuis donc des décennies mis en place ce qu'on appelle les DTS, les droits de tirage spéciaux. Alors, les droits de tirage spéciaux ont été estimés à peu près à 1290 milliards de francs de dollars, 1290 milliards de dollars. Mais quand vous regardez la part qui revient aux pays d'Afrique subsaharienne, on parle de 3,5%. 3,5%. Et l'ancien président Macky Sall demandait à ce que ce soit revu à la hausse. Mais il a raison.
Il faut que ces DTS, en tout cas la part qui doit revenir aux pays africains, revienne à la hausse. Donc le fait maintenant d'opérer une réforme afin de rééquilibrer un petit peu donc le partage de ces DTS. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que l'une des raisons pour lesquelles donc le Sénégal ou les pays d'Afrique n'ont pas trop accès à ces DTS, c'est notamment lié donc à l'existence du franc CFA, qui a contraint les 15 pays membres donc de cette zone monétaire à renoncer au profit de la France, donc à leur DTS. Donc je pense qu'il est important donc de renoncer à tout ceci. Vous disiez qu'on revoie la politique monétaire. Il nous faut une réforme globale. Le premier problème auquel, et c'est pour cette raison je parle de déception s'agissant donc de ce gouvernement, puisque j'attendais de ce gouvernement qu'il réfléchisse déjà au modèle de développement dont le Sénégal a besoin. À partir maintenant du modèle de développement, vous allez pouvoir définir le modèle économique. Mais si vous n'avez pas de modèle de développement, vous n'avez pas de modèle économique, vous n'avez pas de politique économique, encore moins de stratégie économique, vous ne pouvez pas avoir de politique monétaire. Or, la politique monétaire, elle est essentielle puisqu'elle constitue c'est un des piliers de la politique économique au plan conjoncturel. Si vous, par exemple, utilisez la monnaie comme étant un outil économique sur le plan conjoncturel, cela vous donne des leviers de pouvoir donner du souffle à votre économie. Mais comme nous avons un espace de l'UEMOA qui est confié à la BCEAO, qui gère à la fois notre politique de crédit, notre politique monétaire, sous l'égide de la France, ça va être difficile pour nous donc de pouvoir avoir des leviers sur ces différents éléments. Et comme quitter le CFA, le réformer ou bien en arriver à l'éco. Non, il faut arriver à cette réforme qui a été donc agitée par la CEDEAO, une réforme très importante. Malheureusement, vous avez vu tout ce qui s'est passé s'agissant donc de cette réforme, puisque elle a été d'une certaine manière phagocytée par les velléités de l'UEMOA, avec le concours notamment du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et donc le président français, Emmanuel Macron. Et donc ce projet qui était porté par la CEDEAO, qui s'inscrit dans un agenda plus global de l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063, ce projet a été phagocyté, au point qu'aujourd'hui, plus personne n'est plus capable de vous dire ce qu'il en est. Mais il est certain que le Sénégal, encore une fois, en étant la 4e économie de l'espace de la CEDEAO, doit faire preuve de leadership sur ces différentes questions, dès lors que ces questions ont un impact sur le développement de ces politiques publiques. Donc il est vraiment important que cette question, j'ai entendu hier le président parler de cette question en indiquant que d'ailleurs la question la réponse du chef de l'État a manqué de clarté de ce point de vue, parce qu'il semblait donner le sens que c'est l'UEMOA qu'on va attendre, et si l'UEMOA ne bouge pas, on va essayer de voir avec la CEDEAO, et si la CEDEAO ne bouge pas, on va créer notre propre monnaie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, je pense qu'il y a un projet qui s'inscrit vraiment dans une logique, dans une cohérence d'ensemble. Je pense qu'il est important qu'on revienne sur... L'ornierait-elle du côté de l'AES? Mais écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Moi, je pense que l'AES est une bonne nouvelle pour notre espace sous-régional, puisque pour la première fois de l'histoire, en tout cas de notre continent, en tout cas pour la première fois de l'histoire récente de notre continent, nous avons une institution qui est autocentrée, c'est-à-dire une institution dont le fondement même sur le plan conceptuel repose sur des réalités africaines, repose sur les réalités donc de l'espace qu'ils occupent. Je considère que le Sénégal gagnerait à s'approcher davantage de l'AES, comme le fait d'ailleurs le Togo, qui a compris l'importance vraiment d'accompagner cette dynamique. Et cette dynamique est d'autant plus intéressante qu'elle est supportée par le peuple. Donc je pense que le Sénégal, qui est attendu sur cette question, devrait vraiment aller dans cette direction et faire en sorte que on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Donc je pense que il y a une véritable dynamique qui a été enclenchée par les pays de l'AES. Je pense que le Sénégal devrait donc accompagner tout ceci. Nous reviendrons à d'autres questions liées à l'économie, les finances publiques, mais revenons à l'adresse à la nation du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a annoncé dans son discours pour très prochainement des réformes institutionnelles, des réformes dans le secteur de la justice, des réformes qui vont faire suite aux assises de la justice, entre autres le remplacement du Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, une plus forte présence des magistrats au sein du Conseil supérieur de la magistrature. D'abord le Conseil constitutionnel. Alassane, faudrait-il le remplacer par une Cour constitutionnelle ou le réformer seulement, même s'il a souvent été critiqué mais a tenu debout lors du processus
électoral qui a conduit à cette troisième alternance. Absolument. Bon, il est vrai que plusieurs voix se sont levées par le passé, justement pour demander une réforme du Conseil, pour en faire une cour. Dans l'absolu, l'idée n'est pas mauvaise. Avoir une cour constitutionnelle reviendrait à avoir des décisions beaucoup plus contraignantes, puisque le Conseil, comme le nom l'indique, le Conseil conseille en réalité. Si on a une cour, donc je dirais la notion ou les décisions qui peuvent émaner d'une cour constitutionnelle auront peut-être sur le plan juridique un poids beaucoup plus légal, même si la légalité caractérise également le Conseil constitutionnel. Toujours est-il qu'une cour constitutionnelle pourrait être une bonne réforme pour le Sénégal. Cela dit, c'est moins l'institution qui pose problème que ceux qui animent l'institution. C'est pour cette raison que même si on a une cour constitutionnelle, si les mêmes pratiques prévalent, le problème reste entier. Donc c'est pour ça que je considère que nous devons réfléchir sur la façon dont toutes les institutions du Sénégal sont animées. Si on essaye par exemple comme c'est le cas dans la plupart des cas, de politiser nos institutions, quelle que soit par ailleurs la qualité de l'institution qui va être réformée ou qui va être créée, le résultat va être le même. Donc je pense qu'il est vraiment important, en plus donc de la réforme donc de l'institution en question, de réfléchir sur maintenant l'animation. Qui anime? Avec quels moyens? Comment vont-ils être... La façon de désigner les juges constitutionnels pose problème. Oui, le mode de désignation pose problème parce que on est malheureusement dans un pays, c'est le régime qui veut ça. On est dans un pays où on a une sorte d'hypertrophie du pouvoir qui veut que le président fait tout. Donc c'est lui qui nomme à tous les emplois, les magistrats, etc., etc. Donc si on ne parvient pas à, je dirais, détacher ce corps d'exception qui est quand même donc une juridiction élevée, les problèmes risquent d'être le même. Certains vont décrier donc la nouvelle cour qui va être instituée, d'autres vont aller donc dans son sens quand les décisions qui vont être prises seront donc à leur faveur. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à une institution qui soit au-dessus de tout soupçon, de toute considération politique. Et cela passe par quoi? Cela passe par des réformes importantes. Cela passe déjà par la réforme de l'État. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas envisager, par exemple, des réformes en vase clos. On ne peut pas, par exemple, avoir une logique de shopping list. Je fais un dialogue et donc je vais faire une réforme. Je fais ceci, je vais faire une réforme. Il faut que les réformes institutionnelles doivent être adossées à la réforme de l'État de façon générale. Quel type d'État voulons-nous? Et cette réponse, elle va également alimenter le modèle de développement que nous voulons. Pourquoi aujourd'hui on parle d'une cour constitutionnelle, mais on aurait pu parler d'une autre institution, tout simplement. Mais tout ceci doit se faire en cohérence avec une réforme d'ensemble, c'est-à-dire inscrire tout ceci dans le cadre d'une réforme de l'État du Sénégal. La réforme de l'État du Sénégal avec, vous savez, l'État c'est un corps. C'est comme si vous prenez donc le corps. Si vous avez une certaine partie du corps qui sont malades, vous ne faites pas de diagnostic. Quelqu'un qui a mal à la tête, si vous commencez par lui donner des médicaments qui sont pour le ventre, donc vous allez davantage le fatiguer. Donc je pense qu'il est important de prendre l'État comme une entité. Et à partir maintenant de cette entité, décliner l'ensemble des réformes qui doivent accompagner les différents secteurs, de manière à ce que les résultats donc qui émaneront de cette réforme puissent avoir les impacts voulus et donc les effets induits. Mais il est clair que le Sénégal a besoin, pour revenir au secteur de la justice, a besoin vraiment de traiter cette question parce que c'est la même rengaine. Au gré des régimes qui passent, la justice elle est décriée, soit qu'on est contre, soit qu'on est du pouvoir, soit qu'on est de l'opposition. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver maintenant la solution ultime à ce problème de manière à sortir la justice vraiment de ce type de soubresaut. Et justement, vous le dites si bien que la Constitution, le chef de l'État en a parlé dans son discours à la nation, il faudra la retoucher. Une nouvelle constitution comme Wade l'avait fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ou une réforme à l'image de Macky Sall lors de son premier mandat. Vous êtes pour une réforme ou bien pour une nouvelle constitution? Mais Georges, vous savez... Ou bien ça rejoint ce que vous dites, réformer l'État. Mais c'est ça, il faut réfléchir à une réforme globale de l'État. Mais si vous dites... Écoutez, nous voulons réformer la Constitution parce qu'on veut traiter telle question. Mais dans 6 mois, vous allez faire une autre réforme de la Constitution parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été résolus. Et l'État du Sénégal ne peut pas se permettre de partir de réforme en réforme sur le plan institutionnel. Alors que l'essentiel est ailleurs. Donc ce qui caractérise, Georges, notre pays, au gré de tous les régimes qui sont passés, c'est le ludisme. On ne peut pas
utiliser la Constitution. Il y a des pays, par exemple, dont la Constitution n'a pas été touchée depuis des décennies. C'est parce que l'essentiel, est-ce que vous considérez que le citoyen lambda, est-ce que vous considérez que porter, par exemple, des changements dans la Constitution pour toucher à tel ou tel, quelle est la plus-value pour le soutien, pour ce citoyen? Le citoyen, aujourd'hui, ce dont il a besoin, c'est qu'on traite ces questions sur le plan social, sur le plan économique. Donc aujourd'hui, l'énergie qui est déployée aujourd'hui par la classe politique de façon générale sur les questions autour de la Constitution, sur les questions autour des considérations politiques, prend tellement de temps qu'on en oublie justement les éléments essentiels qui sont finalement ces éléments même qui vont fonder le bien-être du peuple et du citoyen. Donc je pense que parler d'une réforme de la Constitution, je pense qu'il est important de se mettre maintenant autour d'une table et de dire quel type d'État voulons-nous. Il faut maintenant que nous soyons sérieux et qu'on envisage l'ensemble des réformes dont ce pays a besoin dans le cadre de la réforme de l'État du Sénégal. Et c'est à partir donc de la réforme de l'État du Sénégal, même s'il faut aller vers une nouvelle république, je l'avais dit par le passé, peut-être qu'il est temps que le Sénégal change de république et qu'on aille vers une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Et que les questions finalement qui risquent d'amener ou d'inscrire notre classe politique dans un certain ludisme puisse être de façon définitive proscrite. Donc je pense qu'il est vraiment important que l'État du Sénégal puisse se saisir. Est-ce que c'est pas ce que le président veut en annonçant des concertations sur toutes ces questions, des concertations inclusives? Non mais Georges, vous ne pouvez pas consacrer, depuis que le président Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, on a eu des dialogues. On a eu des dialogues sur la justice, il y a eu des dialogues sur le plan social. Le Sénégal n'a pas les moyens de consacrer tout son temps à des dialogues, à des concertations. Si le président demande demain que la classe politique, les forces vives de la nation se réunissent pour discuter par exemple des questions essentielles, notamment autour de l'économie, je serai le premier à applaudir des deux mains. Mais regardez par exemple les questions dont on discute. Si ces questions avaient une quelque importance aujourd'hui, je pense que ça se verrait notamment sur le plan économique et sur le plan social. Donc ça veut dire que le ludisme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous caractérise tant, doit être rompu pour que nous puissions traiter les questions essentielles. Parce que demain, les Sénégalais qui vont vivre des moments difficiles parce qu'ils ne parviennent pas à payer donc leurs charges, parce qu'ils ne parviennent pas à mettre leurs enfants à l'école, parce qu'ils ne parviennent pas à se nourrir correctement. Mais vous considérez, est-ce que vous pensez que ces Sénégalais vont aujourd'hui s'attacher à ce type de dialogue? Ce type de dialogue qui concerne combien? Quand vous regardez la classe politique, elle ne fait pas 2% de la population sénégalaise. Donc pourquoi on doit consacrer autant de temps? Et je ne dis pas que c'est pas important, mais le temps qu'on a consacré sur les questions électorales, sur les questions politiques, sur les questions constitutionnelles, ont dévié le Sénégal finalement de sa trajectoire sur le plan économique. Donc je pense qu'il est maintenant temps qu'on mette ce pays sur une orbite parce qu'on aura traité les questions essentielles, notamment sur le plan économique. Le Conseil supérieur de la magistrature, il va connaître aussi un changement avec une augmentation des magistrats qui y siègent pour représenter leurs pairs. Mais la question de la présence du chef de l'État, qui était une promesse du nouveau régime, et jusque-là en suspens. Cette question n'a pas été encore réglée, ne l'est pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas partisan de la présence du chef de l'État au sein du Conseil de la magistrature, c'est bien ça? Absolument. Vous préconisiez d'ailleurs une haute autorité de la justice avec la suppression même du ministère de la Justice. Bassirou Diomaye Faye, lui aussi, était favorable à une haute autorité de la justice. Sauf que vous voulez pas de la main du chef de l'État sur la justice. Mais Georges, il doit avoir un droit de regard tout de même. Non, mais cela vous montre la légèreté avec laquelle nos États fonctionnent avec nos institutions. Comment pouvez-vous, pendant que vous étiez dans l'opposition, considérer que le chef de l'État et le ministre de la Justice n'ont rien à faire dans le Conseil? À la faveur de votre installation, vous changez finalement de discours parce que vous considérez que le chef de l'État doit y être. Non, c'est une question Il a écouté les magistrats, dit-il. Mais c'est pas une question d'écouter les magistrats. Pourquoi? Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand vous envisagez une réforme en dehors, je dirais, de son cadre cohérent et son cadre d'ensemble, cela aboutit à ce genre de situation. C'est parce que le chef de l'État, en réalité, n'a jamais planché sur cette question. Parce que, rappelez-vous, lors de la campagne, tous les candidats disaient non, il faut que le président sorte, etc. Mais les gens chantaient en chœur. Vous voulez dire que tous ont suivi la clameur populaire? Mais ils ont suivi la clameur sans même savoir ce que ça impliquait. Parce que si vous avez vraiment réfléchi à la question, nous on avait réfléchi à la question, voilà pourquoi on avait demandé la suppression du ministère de la Justice, remplacé par une haute autorité de la justice. La cohérence donc de ce que nous proposions à l'époque
était que quand vous prenez la justice en réalité, elle fonctionne selon 3 piliers. Vous avez 3 piliers quand on parle du secteur de la justice. Vous avez le pilotage, c'est-à-dire le ministère, la chancellerie. Vous avez les cours et tribunaux, c'est eux qui disent le droit, et vous avez le conseil. Ce que nous proposions à l'époque, c'est de dire le conseil doit être débarrassé du président et du ministre. Vous créez une haute autorité de la justice qui remplace le ministère, et celui qui va incarner cette haute autorité va être proposé par le conseil, mais validé par l'Assemblée nationale pour un seul mandat. Et les cours des tribunaux, ce qu'il faut, comme c'est les cours des tribunaux qui font ce qu'on appelle le management des juridictions, donc qui disent le droit, et tout ce qui concerne par exemple les magistrats, les greffes, etc., tous les parajuristes qui sont dans ce corps, vous leur donnez les moyens de pouvoir administrer donc le management des juridictions. Mais le chef de l'État doit avoir au moins un regard sur la justice, c'est lui qui est élu. Certes, oui, c'est un pouvoir. Ouais, mais justement, vous venez de me poser le doigt sur quelque chose d'essentiel. Vous venez de dire que le chef de l'État a été élu et doit avoir un regard parce que c'est lui, parce qu'il a un pouvoir. Mais c'est le pouvoir exécutif. Non, je parle du pouvoir judiciaire. Oui, mais justement, la justice qui est juste, certes, un pouvoir. Non, c'est pas certes. La justice. Mais c'est un secteur comme tant d'autres. Non, c'est pas un secteur comme tant d'autres. Et c'est ça le problème principal, Georges. Tant qu'on considère la justice comme étant une institution ou en tout cas le ministère par exemple comme un département ministériel comme les autres, c'est qu'en fait on commet une erreur. Le pouvoir étant la justice est un pouvoir, mais le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est que pour avoir je dirais la qualité de pouvoir, il faut qu'il émane du peuple. Qu'est-ce qui donne la légitimité au président de la République? C'est le fait d'être dépositaire du suffrage des Sénégalais. Qu'est-ce qui donne la qualité aux députés d'être des élus? C'est le suffrage que le peuple sénégalais leur a conféré. C'est pour ça qu'on parle de députés du peuple. On parle de pouvoir législatif. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice aujourd'hui peut se prévaloir d'un pouvoir? Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que le mode de désignation des magistrats, le mode de désignation de l'ensemble des acteurs qui disent le droit est un mode qui dépend essentiellement de l'exécutif. Donc l'exécutif aujourd'hui prend le pas sur la justice et c'est ça qui cause le problème. Donc il faut, si on veut considérer l'équilibre qui est nécessaire entre la justice, législatif et l'exécutif et régler de façon définitive, c'est pour ça que ce qu'on proposait comme réforme est essentiel. Il faut faire en sorte que le ministère puisse être supprimé à la faveur donc d'une haute autorité, le conseil dépouillé donc du président et du ministre, et les magistrats vont maintenant être des élus, comme ça peut être le cas de certains pays. Les magistrats sont élus une fois qu'ils ont terminé leur formation. Il faut penser à des modes d'élection de sorte que le magistrat n'est plus tributaire de qui que ce soit, parce qu'il tient sa légitimité du peuple. Personne ne pourra venir lui demander ou orienter finalement sa façon de travailler. Donc je pense que si on parvient à faire ce type de réforme, cela permettra de régler de façon définitive les problèmes liés donc au secteur de la justice. Mais pour le faire, ça demande du courage, Georges. C'est pas une petite réforme. C'est pour ça que je disais qu'il nous faut envisager la réforme de l'État de son holistique, dans son ensemble. Et c'est à partir maintenant donc de ce choix que nous allons maintenant pouvoir attaquer de front l'ensemble des réformes qui doivent découler donc de ce choix que l'État du Sénégal aura fait et régler donc les différents problèmes. Mais tant qu'on ne le fait pas, j'ai vu en exploitant les conclusions des assises de la justice, j'ai vu en réalité une des recommandations qui a été reprise sur la création d'une haute autorité de la justice, sauf que je pense qu'ils ont dû certainement à force donc de faire cette proposition, mais sauf que le choix qui est fait par le ministère, par le gouvernement actuel de mettre en place une haute autorité, c'est que cette création vient en contradiction avec l'existence même du ministère. Ce qui veut dire que je suis prêt à parier avec vous que cette proposition n'ira pas loin. Pourquoi ? Parce qu'elle viendrait en contradiction avec l'existence même d'un ministère. Donc je pense que prendre la question des réformes du secteur de la justice dans le cadre donc de la réforme donc de l'État dans son ensemble permettrait vraiment de traiter la question de la justice de façon définitive. Le temps va juger, mais terminons avec le secteur de la justice, avec la loi d'amnistie qui a occupé l'actualité ces derniers jours, qui continue de l'occuper d'ailleurs. La proposition de loi portant interprétation a été examinée et adoptée par l'Assemblée nationale mardi dernier. Elle n'a pas fait l'unanimité. Des organisations de la société civile avaient demandé qu'on sursoie à son adoption et que l'on organise des consultations sur le sujet. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme même du Sénégal avait demandé qu'on la soumette au Conseil constitutionnel pour arbitrage, mais elles n'ont pas été suivies dans leur requête. L'opposition a annoncé une saisine du Conseil constitutionnel.
Ce débat vous inspire quoi, Alassane? Vous nagez dans le sens de la majorité parlementaire ou vous êtes en phase avec ces organisations de la société civile qui veulent tout de même, comme le pouvoir, que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé au Sénégal entre 2021 et 2024? Quand vous regardez tout le débat autour de la loi d'amnistie, force est de se rendre compte que c'est une question qui est pénible. Parce qu'en réalité, elle vient consacrer des pratiques qu'on pensait révolues. Quand on a une conception peut-être élastique, je dirais de la vérité, voilà ce vers quoi donc en fait on peut aboutir. Puisque on ne peut pas faire voter une loi pour interpréter une loi d'interprétation. Cela n'a aucun sens. Voilà pourquoi je parle de conception élastique de la vérité. Ou bien vous avez une catégorie de citoyens sénégalais qui ont commis des erreurs ou qui ont commis des méfaits ou qui ont commis des crimes dans une période donnée de l'histoire de notre pays, auquel cas chacun doit être logé à la même enseigne. Mais considérer qu'on va faire une loi permettant donc d'absoudre ceux qui ont commis des méfaits parce que c'était en réponse à des actions politiques reviendrait à semer les germes d'un chaos qui ne dit pas son nom et qui va nous rattraper demain. Donc c'est un débat vraiment qui est des plus décevants. Moi-même, j'avais soutenu la coalition Diomaye parce que j'étais vraiment mu par la volonté d'opérer le changement au Sénégal. Vous leur avez tourné le dos? Je leur ai tourné le dos parce que je me suis rendu compte que les choix qui sont les leurs ne sont pas, je dirais, porteurs du changement et du progrès que nous attendons et que le peuple attend. Voilà pourquoi j'ai fait le choix donc de rompre ce partenariat que j'avais avec la coalition. Mais pour revenir sur cette loi d'amnistie, très rapidement, parce qu'il faut qu'on aborde la question des finances publiques et il ne nous reste plus assez de temps. Voilà, sur cette question, vraiment pour aller vite, c'est dommage. Et d'ailleurs, vous le voyez quand vous regardez le temps, l'énergie et tout ce que cela coûte en termes de deniers publics, je trouve ça vraiment dommage. Alors vous suivez le grand jury qui reçoit Alassane Niang, président du parti Jitel Waref, le devoir en mouvement. Parlons des finances publiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le rapport de la Cour des comptes qui a révélé des écarts de gestion de l'ancien régime, une dette publique qui s'élève à 99,67% du PIB, dépassant les chiffres précédemment annoncés. À sa suite, le FMI fait état d'une dette cachée. Quelle appréciation faites-vous du rapport de la Cour des comptes? Alors, quand le rapport parle de 99,67%, en réalité, c'est pire que ça. Puisque le rapport arrête la situation à mars 2024. Nous sommes en 2025. N'oubliez pas que le Sénégal s'est engagé donc dans une nouvelle trajectoire qui nous a mené à minima. Donc un endettement supplémentaire de 4 500 à 5 000 milliards, sans compter la dette qui est prévue pour l'exercice budgétaire de 2025. Ce qui veut dire que si vous considérez l'engagement que le Sénégal a pris justement pour les collectivités. Mais le rapport, il faudra le dire comme l'indique la loi, comme le suggère la loi, doit se limiter à la gestion du pouvoir sortant. Oui, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je disais que les finances publiques ne valent que pour l'exécution. Ce qui veut dire que même si le rapport s'arrête à mars 2024, la conséquence que nous vivons tient compte de la réalité telle qu'elle se pose. Donc en réalité, quand on regarde la situation de l'endettement du Sénégal par rapport au PIB, en réalité on est à 137%. Ce qui est complètement fou. Nous sommes vraiment, je dirais, dans un univers que personne n'aurait imaginé il y a encore un an. Alors, la situation, elle est ce qu'elle est. Apparemment, vous voulez faire porter une partie de la responsabilité à l'actuel régime. Non, je ne peux pas. Alors, ce que je leur reproche à l'actuel régime, c'est d'avoir fait preuve de légèreté dans la communication de la situation budgétaire du Sénégal. Puisque quand on est à ce niveau de responsabilité de l'État, on ne peut pas tout dire. Un État doit faire preuve de responsabilité, notamment s'agissant des questions essentielles comme les questions budgétaires, les indications macroéconomiques, etc. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la publication de ces données, qu'elles soient fiables ou qu'elles soient non fiables, les conséquences sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a une dégradation de la note du Sénégal. Le président l'a rappelé, dans l'histoire du Sénégal, jamais le Sénégal n'a été dégradé à 2 reprises en l'espace de 6 mois. C'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? C'est parce qu'il y a eu un empressement du régime actuel à communiquer peut-être sur des sujets qui peuvent être des sujets importants, des sujets graves. Mais je pense que la façon dont ça a été fait constitue pour moi une erreur. Donc ce sont des erreurs malheureusement qui nous rattrapent. Aujourd'hui, les taux d'emprunt dont le Sénégal va bénéficier, c'est des taux à 2 chiffres, malheureusement. Et le Sénégal n'a pas les moyens. Le Sénégal n'a pas les moyens de se payer des dettes à 2 chiffres, à des taux de 2 chiffres. Et donc, je considère que
C'est une situation qui est dramatique. Le rapport l'a indiqué. Après, il y a un certain nombre de pratiques que le rapport a indiquées, donc qui ne sont pas acceptables. Quand vous faites par exemple des reports d'exercice, vous regardez par exemple les services non personnalisés de l'État qui sont bénéficiaires d'un certain nombre de transferts de capitaux, alors que des services qui ne bénéficient pas par exemple d'une entité légale ou d'une personnalité morale, il est proscrit par la loi de leur faire des investissements ou des dépenses courantes. Malheureusement, on s'est rendu compte que sur une période de 5 ans, les services non personnalisés de l'État ont été bénéficiaires de plus de 2200 et quelques milliards. Pourquoi ce choix a été fait? Est-ce que c'était un moyen de détourner de l'argent? Est-ce que c'était un moyen que l'ancien régime avait trouvé pour être imaginatif donc dans le financement de certains projets? Seul Dieu sait. C'est pourquoi d'ailleurs certains soutiennent que le Sénégal ne doit pas payer cette dette qu'ils considèrent comme une dette odieuse. Non, mais une dette cachée n'est pas forcément une dette odieuse. Non, une dette. En fait, c'est pour ça que les termes utilisés ont beaucoup de sens. Une dette cachée, en réalité, ce qu'on peut reprocher, par exemple, à tel ou tel État, pour ne pas me focaliser, par exemple, sur l'ancien régime qui a commis des erreurs, ça, il faut le reconnaître. Ce que moi je reprochais à l'ancien régime davantage, c'est sur les questions de gouvernance. L'ancien régime a péché vraiment sur les questions de gouvernance parce qu'il ne voulait peut-être pas faire preuve de transparence dans la gestion des finances publiques. Maintenant, une dette cachée ne signifie pas nécessairement de l'argent détourné. C'est-à-dire que l'État peut trouver des subterfuges justement pour éviter par exemple que les institutions financières ne mettent trop le nez donc dans les finances publiques de manière à pouvoir engranger de nouveaux crédits permettant donc de financer donc des dépenses en capitaux, etc. C'est peut-être le cas. Personne ne le sait, mais ce qui est certain, c'est que il faut éviter de sortir peut-être de la manipulation donc des termes pour accabler tel ou tel, parce que difficile de concevoir que qu'un gouvernement puisse détourner 7 milliards de dollars, donc 5 000 milliards de francs CFA, sachant que nous avons la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui est là. Quelle est la responsabilité de certaines institutions financières, le FMI, la Banque centrale par exemple? Absolument. La Banque centrale. Ils ont fermé les yeux. Exactement. Et vous avez même au-delà du FMI et de la Banque centrale, le PFA, le Public Expenditure Financial Accountability, qui est un outil très important qui est partout, à travers le monde, qui élabore des rapports et qui les publie. Et sur la base de ces rapports, donc vous avez également un certain nombre de cabinets de notation comme S&P, etc. Ces cabinets, ces rapports PFA ne parlent pas de cette situation. Donc je pense que la responsabilité de tous finalement est engagée. Aussi bien celle du FMI, du PFA, de l'État du Sénégal, la DODP qui fonctionne quasiment en vase clos par rapport à la direction de la dette. Donc voilà, tout ceci montre que nous sommes dans un État qui a failli et donc qui n'a pas été regardant, notamment dans... Quelle solution aujourd'hui pour éviter de telles situations? Les solutions, en quelques secondes. Alors, sur la question de la dette, par exemple, vous avez un comité qui s'appelle le Comité national de la dette publique. Ce comité, cela fait maintenant plusieurs années que je le dis, il faut que ce comité puisse être doté d'outils, mais également de pouvoirs de coercition. Puisque ce comité, quand l'État du Sénégal veut s'engager dans une dette, il a l'obligation de consulter ce comité. Mais les avis de ce comité ne sont que des avis consultatifs. Ils ne sont pas contraignants. Ce qu'il faut, c'est de rendre contraignants les avis de ce comité. Quand ce comité décidera que l'État du Sénégal ne doit pas s'engager sur telle dette, il faut que l'État du Sénégal puisse suivre cet avis. Et il faut le faire à la faveur d'une réforme permettant d'aller dans cette direction. L'autre réforme qu'il faut, il faut que le système d'information utilisé par l'État du Sénégal, notamment sur le plan budgétaire et des finances publiques, soit interopérable. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le système qui est utilisé par telle institution, ce système ne communique pas avec l'autre système. Si bien que vous pouvez avoir par exemple des informations sur le tableau des opérations financières de l'État qui n'ont rien à voir avec les informations dont dispose la DODP, qui est l'institution ordonnatrice donc des fonds de l'État du Sénégal, qui peuvent ne pas être les mêmes que la direction de la dette utilise, si bien que on a des institutions qui avancent en vase clos et finalement qui ne communiquent pas. Et donc, ça aboutit à ce genre de situation. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, qu'on fasse peut-être, j'allais dire des assises, mais le terme est devenu tellement galvaudé. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse sur le type d'État que nous voulons. Mais c'est vraiment à partir du type d'État et du modèle de développement que le Sénégal souhaite pour son peuple
définir l'ensemble des réformes. Et je terminerai par le fait de dire que malgré, je dirais, ces dysfonctionnements qu'on a notés, il ne faut pas oublier que nous avons la LOLF, qui est la loi organique relative aux finances publiques, qui définit donc dans son ordonnancement un certain nombre de critères permettant d'avoir des procédures de contrôle interne, de contrôle de gestion, etc., etc. Et tout ceci, aujourd'hui, est utilisé, on va dire, selon donc le bon vouloir peut-être des uns et des autres. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de rendre contraignante également l'ensemble de ces procédures, peut-être dans la loi organique. Faire en sorte que ça devienne un dispositif contraignant. Je pense que si on parvient à asseoir les réformes donc nécessaires dans le cadre d'une réforme globale de l'État, cela permettrait vraiment d'éviter de vivre ce genre de situation parce que malheureusement la Cour des comptes, l'IGE, l'IGF, ce sont des institutions à rebours. Quand elles interviennent, le mal est déjà fait. Donc il faut aussi réfléchir peut-être à des stratégies de contrôle exemptées et des contrôles de systèmes de contrôle ex post pour éviter que, avant même que la dépense ne soit engagée, que le contrôle puisse être fait sur l'opportunité, sur la légalité, merci. Alors qu'aujourd'hui, le contrôle, il est fait seulement sur la base de l'existence donc des ressources. Merci. Cet État, voulez-vous toujours être à sa tête? Vous avez voulu être candidat à la présidentielle de 2024, ce qui n'a pas pu se faire. Absolument. Vous vous préparez déjà pour 2029 en quelques secondes. Oui, alors notre ambition reste et demeure. Nous sommes en train de travailler vraiment sur l'ensemble de ces questions, puisque le choix que nous avions fait, nous était un choix permettant vraiment de traiter toutes les questions essentielles. Ce qui n'est peut-être pas le cas donc du gouvernement actuel qui est arrivé à la faveur d'un véritable besoin de changement sans pour autant avoir été préparé. Donc je pense que le travail que nous sommes en train de faire nous mène justement dans cette direction et je pense qu'en 2029 on parlera d'une autre histoire et c'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des responsables et militants et sympathisants donc de Djitel Waref, le devoir en mouvement, qui nous font vraiment l'honneur d'une confiance vraiment qui nous permet vraiment d'aller de l'avant et donc voilà, pour répondre à votre question, l'objectif est toujours là et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Candidat, Inch'Allah. Merci Al-Hassan Niang, merci d'être venu au grand jury. Merci beaucoup Georges pour donc cette émission et en espérant que donc les auditeurs ont retenu beaucoup de points positifs de ce point. Merci beaucoup. Merci Al-Hassan Niang, président du parti politique Djitel Waref, le devoir en mouvement, spécialiste en gouvernance et réforme institutionnelle. Merci à Abdelkam qui a assuré la partie technique. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Dada Sunta Cruz Hifi